Bonjour mes élèves de la troisième année préparatoire internationale cours. Je souhaite que vous êtes restés à la maison et que vous suivez les cours à distance. Vous pouvez aussi suivre mes cours sur mon compte Facebook, Omar Boulhassan. On voit ici l'image. Abordons l'immunité spécifique ou acquise. Commençons par cette observation. Certaines maladies infectieuses ne s'attrapent qu'une seule fois. Ce sont des maladies immunisantes. Exemple, la rougeole, la varicelle et les oreillons. La question qui se pose, quel moyen de défense utilise le corps en plus de l'immunité innée? Analysons un texte historique des travaux d'Edward Jenner. Alors, au XVIIIe siècle, un médecin anglais, Jenner, constate que les fermiers ayant contracté une maladie de la vache, la vaccine, appelée encore cowpox, maladie bénigne qui développe des pustules sur le pied des vaches et sur les mains des fermiers, n'attrape jamais la variole, qui est une maladie maligne ou bien dangereuse. Au XIXe siècle, on comprend que les virus responsables de la vaccine et de la variole sont voisins et que la défense immunitaire acquise contre le premier protège contre le second. Des analyses de laboratoire révèlent que le sang de ces personnes contient des molécules de nature protéique appelées anticorps. Résumons l'idée essentielle des textes. La vaccine des vaches se transmet aux fermiers de façon bénigne et les protège, ça veut dire elle les immunise contre la variole qui est une maladie maligne ou bien dangereuse. C'est ce qu'on appelle la variolisation. Cette image représente une molécule d'anticorps. Elle a la forme d'un Y. Alors par ici, c'est le site de fixation d'un antigène, c'est-à-dire le corps étranger dangereux. Analysons ces expériences réalisées sur 3 lots de cobayes. Par ici, injection d'1 cm de bactéries diphtériques. Vous voyez que le lot 1 meurt de la diphtérie. Si on injecte le plasma d'un animal guéri de la diphtérie et ensuite on injecte 1 cm de bactéries diphtériques, vous voyez que les cobayes des lots 2 se portent bien. Si au contraire on injecte un plasma d'un animal qui n'a jamais attrapé la diphtérie et on injecte 1 cm de bactéries diphtériques, vous voyez que les cobayes des lots 3 meurent. Analysons cette deuxième expérience, non pas la une. Vous voyez que ces rats sont sensibilisés contre le tétanos ou bien immunisés contre le tétanos. Si on injecte la toxine tétanique, vous voyez que les cobayes se portent bien. Au contraire, si on injecte une toxine diphtérique, il entraîne la mort de ces cobayes. Donc cette immunité acquise, elle est valable pour la toxine tétanique et non pas pour la toxine diphtérique. Ce schéma représente une explication de la spécificité des anticorps aux antigènes. Vous voyez, ces anticorps ont la forme complémentaire aux antigènes correspondants. Bon, si un antigène ou bien un corps étranger s'introduit dans le corps, par exemple un virus, il continue de se multiplier. Au bout de quelques jours, il y a production d'anticorps. Et ensuite, le taux d'antigène décroît. On comprend alors que les anticorps neutralisent les antigènes. Comparons maintenant les résultats d'analyse du sang d'une personne malade et d'une personne
malade et d'une personne saine, une personne atteinte d'angine. Alors les leucocytes, les phagocytes, vous voyez que le nombre chez le malade d'angine est beaucoup plus grand que chez une personne saine. Ça veut dire que on peut utiliser cette signification pour détecter s'il y a une infection ou non. Alors la question qui se pose, pourquoi le nombre de lymphocytes augmente en cas d'infection et quel rôle joue-t-il? Ici on a un lymphocyte B qui se transforme en un plasmocyte. On reconnaît un plasmocyte par sa structure. Lorsque les lymphocytes B sont sensibilisés contre un antigène, ils se multiplient et se différencient en deux souches. Une souche de plasmocytes et une souche de cellules B mémoire. Ça veut dire qu'ils conservent l'antigène dans leur membrane. Analysons ce document aussi. Alors, pour la première rencontre avec l'antigène, il y a sensibilisation des lymphocytes B qui se multiplient, se différencient en lymphocytes B mémoire et en lymphocytes B sécrétrices d'anticorps. Au deuxième contact, ou bien en deuxième rencontre avec le même antigène, vous voyez qu'il y a encore multiplication et différenciation et amplification des phénomènes de sécrétion des anticorps. Résumons maintenant cette analyse. Après sensibilisation lente, ça veut dire qu'il prend du temps à un agent étranger, par exemple un virus, le corps produit des anticorps. Les anticorps sont des substances chimiques spécifiques qui neutralisent un agent étranger appelé antigène par formation du complexe antigène-anticorps. Ça veut dire que l'anticorps se fixe à l'antigène et le neutralise. Si les lymphocytes B sont sensibilisés, ils se multiplient, se différencient en plasmocytes sécrétrices d'anticorps. On se demande alors, ces anticorps sont-ils efficaces dans tous les cas? Ça veut dire contre d'autres maladies infectieuses. Analysons les résultats de cette expérience. Un rat sensibilisé contre la tuberculose par injection des BCG, bacilles de Calmette-Guérin. Pendant 15 jours, le temps nécessaire à la sensibilisation, prélève le sérum, on l'injecte un rat B, après on injecte le bacille de Koch. Vous voyez que le rat B meurt de la tuberculose. Ça veut dire que le sérum n'est pas efficace. Si on prélève des lymphocytes sur le sang du rat A et on l'injecte au rat C, puis on injecte le bacille de Koch, vous voyez que le rat C se porte bien. Ça veut dire que ce sont les lymphocytes qui sont efficaces. Ils peuvent s'introduire à l'intérieur du tissu pour lutter contre le bacille de Koch responsable de la tuberculose. Et de même pour les résultats de ces expériences. Alors, dans le cas de la diphtérie, vous voyez que on prélève des sérums sur des cobayes sensibilisés contre la diphtérie. Vous voyez qu'il est efficace contre la diphtérie. Au contraire, en cas de la tuberculose, vous voyez que le sérum n'est pas efficace. Ce sont les lymphocytes sensibilisés qui sont efficaces pour lutter contre le BK. Analysons encore les résultats de cette expérience. Alors, à un lodorat A, on injecte le virus responsable de la chorioméningite, en anglais Lesion cortex meninge, pour sensibiliser ces lymphocytes pendant une semaine. Alors, ces lymphocytes, on les met en culture avec les cellules dans l'odorat B sensibilisées contre la chorioméningite.
vous voyez que les lymphocytes interviennent pour détruire les cellules infectées de chorioméningite. Si on cultive les mêmes lymphocytes avec des cellules prélevées sur l'OC qui sont saines, vous voyez que les lymphocytes n'interviennent pas pour détruire ces cellules. Ça veut dire qu'ils reconnaissent les cellules saines des cellules contaminées. Au contraire, ces mêmes lymphocytes sont cultivés dans un milieu de culture avec des cellules contaminées des virus de la vaccine. Vous voyez qu'il n'y a pas d'intervention parce que ces lymphocytes ne sont pas sensibilisés contre la vaccine. Ils sont donc sensibilisés contre la LCM ou bien la chorioméningite. Résumons par ce schéma. Alors, les lymphocytes T, s'ils sont sensibilisés, ils se multiplient, se différencient en deux souches. Des lymphocytes T mémoire qui portent le même antigène sur leur membrane. Les lymphocytes T cytotoxiques ou bien effecteurs qui interviennent pour détruire les cellules infectées comme on voit sur cette image. Ici c'est un lymphocyte T cytotoxique, il reconnaît une cellule infectée et ensuite elle lui injecte des substances chimiques et le perfore pour les tuer. De même sur cette image, alors ici c'est la phase de la reconnaissance. Le lymphocyte T reconnaît la cellule infectée. Ensuite, il entre en action pour détruire cette cellule étrangère. Les lymphocytes, résumons maintenant, les lymphocytes sensibilisés attaquent le non-soi et sauvegardent le soi. Ça veut dire qu'ils attaquent les éléments étrangers et sauvegardent les cellules du corps. Par exemple, les cellules infectées par le virus de la chorioméningite. Les lymphocytes T se multiplient, se différencient en lymphocytes T cytotoxiques qui étaient les cellules infectées ou bien les cellules cancéreuses qui sont reconnues comme cellules étrangères. Et se différencient aussi en lymphocytes T mémoire. Concluons maintenant. L'ensemble des lymphocytes sécrétrices d'anticorps et de lymphocytes tueurs et des lymphocytes mémoire constituent l'immunité acquise ou spécifique. Et là, deux voies. La voie hémorale, ça veut dire sanguine, des anticorps qui circulent dans le sang. Deuxième voie, elle est cellulaire, production de lymphocytes spécialisés tueurs qui circulent dans les tissus, dans le sang, pour tuer les cellules infectées. Ils se stockent aussi dans la rate et les ganglions. L'immunité acquise est donc un processus lent. Il est lente, mais il est spécifique et efficace. Ce sont les propriétés de l'immunité acquise ou spécifique. Remarque, le nombre de globules blancs constitue donc la base du système immunitaire. Si on n'a pas de globules blancs, ça veut dire qu'on n'a pas d'immunité. La sérothérapie, ça veut dire le traitement par injection de sérum à une personne malade. Ce sérum contient des anticorps. On lui transfère une immunité passive et non active. Ça veut dire que son système immunitaire n'est pas sensibilisé. Ce schéma résume l'immunité en général. L'immunité naturelle ou innée, qui consiste à la production de nucléaires et de macrophages qui font la phagocytose, et l'immunité acquise ou spécifique après sensibilisation
on obtient des lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes productrices ou bien sécrétrices d'anticorps qui interviennent pour neutraliser les antigènes en constituant le complexe antigène-anticorps pour neutraliser les antigènes, et un ensemble de lymphocytes T tueurs qui interviennent directement pour détruire les cellules infectées ou bien les éléments étrangers. On se demande alors quelle est l'origine des cellules immunitaires. Commençons par l'analyse de ce document. On irradie des rats et on analyse leur sang. On voit que les lymphocytes B et T sont absentes. Il n'y a pas production de lymphocytes B, de lymphocytes T. On dit que les radiations détruisent les lymphocytes B et T. On recommence la même expérience. Après radiation, on greffe la moelle osseuse sur la peau. Il y a production de lymphocytes B et T. Ça veut dire que ces lymphocytes B et T sont d'origine de la moelle osseuse. C'est la moelle osseuse qui produit les lymphocytes B et T. Maintenant, on pratique une thymectomie, ça veut dire l'ablation du thymus, et puis on pratique l'irradiation sur le troisième lot de rat. Ensuite, on greffe la moelle osseuse. Vous voyez qu'il n'y a que les cellules B qui sont produites au niveau, on les trouve au niveau du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le thymus a un rôle dans la formation des lymphocytes T. Recommençons l'avant-dernière expérience. On pratique la thymectomie, puis l'irradiation sur le quatrième lot, puis la greffe des thymus. Vous voyez que il n'y a pas production de lymphocytes B ni de lymphocytes T. Ça veut dire que l'irradiation a détruit ces cellules-là. On peut conclure que les lymphocytes T et lymphocytes B sont produits au niveau de la moelle osseuse et que les lymphocytes T subissent une maturation au niveau du thymus. Voyons ici, c'est un schéma qui représente les organes lymphatiques ou bien les organes de l'immunité. Alors nous avons vu au niveau de la moelle osseuse, il y a production de cellules immunitaires. Les cellules lymphocytes se maturent au niveau du thymus. Puis il y a stockage au niveau des ganglions, les amygdales, les ganglions de Solicelle, la rate, les ganglions abdominaux, les ganglions de l'aine. Concluons maintenant, les cellules immunitaires ou bien les leucocytes sont produites dans la moelle osseuse. Les lymphocytes subissent la maturation dans le thymus. Ces cellules sont stockées ensuite dans les organes lymphatiques, ça veut dire la rate et les ganglions. Ces cellules coopèrent toutes pour but d'éliminer tout agent étranger. Merci de votre attention.